Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 5. Vivre en bordure de vigne. Dans l'épisode précédent, nous avons écouté des experts de la santé environnementale parler des risques liés à l'exposition aux produits phytosanitaires. La Haute-Gironde se caractérise par une grande proximité entre les vignes et les habitations, qui est parfois source de tensions. Pour mieux comprendre la perception que les riverains ont de la viticulture, nous sommes allés à la rencontre de deux habitants, Samuel et Maxence, parents d'élèves et voisins de viticulteurs à Samonac. Ils nous expliquent ce qu'implique, pour eux, le fait de vivre dans un territoire viticole. Il y avait donc Samuel Clarins, j'habite à Samonac, en plein milieu de vignes bio, par chance. Mais sinon, j'aurais pas acheté la maison d'ailleurs. Et aussi parents d'élèves à Samonac. Moi, je pense que j'ai pas de crainte par rapport à l'avenir, puisque mon voisin a un fils qui reprendra l'affaire et restera en bio. Si j'ai acheté cette maison à cet emplacement-là, c'est parce qu'elle était dans des vignes bio, parce que j'ai grandi au milieu de vignes traitées et que je ne veux surtout pas ça pour ma fille. Alors moi j'ai grandi et habité pendant très longtemps à Saint-Seurin-de-Bourg, donc juste à côté, entouré de vignes surtraitées, jaunes de désherbant et traitées, traitées toute l'année. Avec plein de saloperies. Voilà, des produits qu'on respirait dès qu'il y avait du vent, parce que dans ces années-là, on ne se demandait pas s'il y avait du vent ou pas. J'ai quitté cette maison il y a 4 ans. Et il y a encore 4 ans, je me suis pris la tête avec un employé de ces vignes, à qui alors lui il était pour rien, mais à qui son patron a demandé de traiter entre midi et 2. C'était en été, on était dehors en train de manger, avec ma petite qui avait 2 ans, et donc j'ai quand même été le voir parce qu'on se prenait tous les produits dans la tronche alors qu'on était en train de manger. Il y avait quand même suffisamment de vent puisqu'on était à peu près à 100 mètres du champ et qu'on se ramassait quand même la buée du traitement, quoi. Voilà, donc ouais, j'ai bien connu tout ça, quoi. Voilà. Alors j'en ai pas de problème de santé, je ne sais pas dans l'avenir, mais enfin en tout cas je veux pas que ma fille en ait. Et donc c'est pour ça que je suis ici. Oui, enfin je sais pas, moi ma fille elle vient d'avoir 7 ans. Bon ben voilà, à cet âge-là, on est en formation. C'est à ce moment-là que l'organisme prend toutes les saloperies qui traînent dans l'air, et plus encore que chez l'adulte. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'acheter dans des vignes bio, quoi. Alors Maxence Aspilégor, j'habite aussi à Samonac, à moitié dans les vignes, on va dire, qui ne sont pas bio, mais j'ai la chance que le château soit à l'abandon. Donc elles ne sont plus exploitées. Le château a été en liquidation, il est en vente. Alors ma plus grande crainte serait que le viticulteur qui va reprendre derrière serait peu respectueux de l'environnement. Ça, ce serait vraiment la chose la pire qui puisse m'arriver. Et disons que dans le meilleur des cas, si c'était un viticulteur bio, ce serait très bien. Parce que je ne suis pas contre les viticulteurs, je suis plutôt contre l'utilisation, enfin, tout ce qui nuit à l'homme et à l'environnement, on va dire, en général. Voilà. Et sinon, pourquoi j'ai acheté aussi à Samonac, c'est pour la tranquillité, la nature, le calme. Alors moi, j'habitais en périphérie de Bordeaux jusqu'à il y a 5 ans. Donc on a toujours habité plus ou moins sur l'agglomération bordelaise. Donc le changement sur Samonac était surtout lié à une envie de changer radicalement disons de cadre de vie, de se rapprocher de la nature, ce qui est lié aussi à notre alimentation, puisque depuis très longtemps déjà on privilégie tout ce qui est bio, sain, pas traité, enfin, etc.
Donc là-dessus, on avait effectivement on voulait s'éloigner, mais on savait très bien aussi, à contrario, qu'il pouvait y avoir des vignes, et là il y en a autour des maisons, et que ça peut finalement avoir des pollutions différentes de celles de la ville, mais qui au final mènent à des maladies tout aussi mortelles ou graves. Voilà. Mais bon, on a fait quand même ce choix-là parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, la dynamique actuelle, c'est de moins en moins, même s'il y a beaucoup de châteaux qui traitent, hein, il y aura dans l'avenir de moins en moins de traitements, avec de moins en moins de produits dangereux, même si aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Mais on a misé sur l'avenir, on a dit. Voilà. J'ai également un autre château à côté de chez moi qui est encore en activité, lui. Alors, c'est pas j'ai pas de chance dans le sens où, à ma connaissance, je n'ai jamais eu en 5 ans le moindre coup de fil, SMS ou personne qui soit venu chez moi pour m'avertir qu'il allait y avoir un traitement. Donc, la réponse est clairement non. Je n'ai jamais eu la moindre démarche de mes voisins viticulteurs pour venir me voir. Ces difficultés de voisinage sont parfois exacerbées par des incidents ponctuels, comme à Villeneuve-de-Blaye en 2014, où un traitement a eu lieu pendant la récréation en proximité directe de l'école, qui a donné lieu à une intoxication collective et créé de fortes migraines chez les enfants présents. Le sujet de l'exposition des riverains aux produits phytosanitaires a également émergé dans le débat public au niveau local et national, suite à la diffusion de documentaires grand public sur le sujet, dont 2 épisodes de Cache Investigation sortis en 2016. Face à cette situation, les riverains s'organisent, notamment au sein de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde, qui permet de créer du débat autour de ces enjeux sanitaires et environnementaux. Quand on a décidé de mettre en place ces états généraux des riverains, qui a été une vraie réussite, c'était vraiment un chouette moment. Henri Plandé, fondateur et président de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde. On va voir, après il y a eu le confinement, donc la dynamique a été cassée à cause de ça. C'est pour ça que quand vous posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on essaye de faire là jusqu'à présent, on est un peu bloqué, vraiment bloqué par cette histoire de confinement, parce qu'on aimerait bien aller travailler avec le Sud-Gironde. On a eu beaucoup d'appels pendant le confinement parce qu'il y avait beaucoup de pulvérisation et les gens ne savaient pas comment faire, donc il faut qu'on reprenne contact avec eux d'ailleurs. Et puis puis voilà, donc on avait fait ces états généraux qui nous ont permis, on commençait à avoir déjà, avant les états généraux, on commençait à avoir des vignerons qui venaient nous voir et venaient nous parler. Donc Sylvie a écrit un article là sur une vigneronne du coin qui nous avait appelé un jour en nous disant « Henri, viens voir, je veux te montrer des trucs. J'ai arraché des vignes à côté des écoles, j'ai arraché des vignes autour des salles des fêtes, etc. » Et on a eu un entretien très très intéressant avec elle. Vous avez l'article sur notre site. Donc on avait des vignerons qui commençaient à venir nous parler. Et les états généraux, l'intérêt, ça a été que d'autres vignerons sont venus. Pour nourrir ces réflexions, un des enjeux est de mieux connaître le lien entre exposition et maladie. C'est le travail mené par l'ORSE, l'Observatoire régional santé-environnement, dans le cadre de leur diagnostic du territoire de Haute-Gironde. Nous, en fait, on a regardé Simon Leproux, chargé d'études en santé-environnement à l'Observatoire régional santé-environnement de la Nouvelle-Aquitaine. Savoir s'il y avait dans un caractère purement exploratoire, savoir s'il y avait des surincidences de certaines pathologies, alors pas en facteur de mortalité, mais de morbidité, qui sont données par les ALD, les affections longue durée, donc qui a déjà un caractère purement déclaratif et administratif pour la prise en charge de certaines pathologies. Donc il y a déjà un petit biais par rapport à cet indicateur, où c'est purement déclaratif, c'est le médecin traitant qui déclare que quelqu'un est en affection longue durée, juste pour qu'il y ait le remboursement des soins en amont. Donc certaines pathologies ne nécessitent pas forcément d'intérêt de faire une demande en ALD qui est quand même assez lourde en plus, administrativement. Et donc ces demandes d'ALD permettent de savoir un peu l'état de santé de la population par rapport à certaines pathologies. Nous, on s'est basé sur le rapport INSERM pesticides et effets sur la santé, qui mettait en exergue un certain nombre et types de maladies, dont les cancers ou autres. Enfin, le tableau était repris dans la présentation.
Donc c'était purement statistiquement de savoir si on avait des surincidences ou pas, pour savoir s'il fallait investiguer certaines survenues de pathologies un peu plus dans un lien, dans un contexte épidémiologique, de voir, par exemple, cette pathologie peut être éventuellement liée à ces expositions à, je sais pas, un insecticide ou aux organophosphoreurs ou organochlorés, les grandes familles de pesticides. Nous, on n'est pas allé jusque-là, on a juste fait purement un tableau exploratoire des données de santé de l'assurance maladie qu'on pouvait avoir. On a vu quelques surincidences, mais on n'a pas vu de choses très très inquiétantes, sachant que déjà la Haute-Gironde est un territoire qui, au niveau socio-démo-sanitaire, est déjà un peu fragile, entre guillemets. Donc, plutôt rural, sous influence agricole ou avec des emplois éventuellement industriels du côté de Blaye, avec des indicateurs sociodémographiques qui sont plutôt défavorables par rapport à la moyenne régionale. Oui. Ça, c'était vraiment la particularité au niveau sanitaire, ce qu'on a pu faire, le contexte en fait socio-démo-sanitaire du territoire de CLS Haute-Gironde. Et ensuite, m'a été demandé de faire une analyse cartographique assez fine des proximités entre parcelles viticoles et bâtis résidentiels en fait. Okay. Le but de la démarche, c'est vraiment de quantifier théoriquement des populations concernées par ces proximités entre parcelles viticoles, donc ce qu'on peut voir sur ce qu'on mettait là sur la première diapo en violet, et les parcelles bâties sur la carte en noir et blanc. Donc le but, c'est de faire une analyse spatiale, une requête avec des zones tampons pour sélectionner les bâtiments concernés. S'en est suivi une carte où en fait on avait la proportion de la population communale impactée par les proximités allant de 5 à 50 mètres. Et donc, on se rend compte que sur l'ensemble du territoire, il y a quand même des points chauds, entre guillemets, un peu plus prégnants sur certaines communes, notamment autour de Blaye. C'était dans le but de savoir vraiment si il y avait des actions à mettre en place ou les mettre en place en priorité. Voilà. Dans les communes concernées par la plus grande proportion de population, alors certes théorique, mais lors de la restitution, j'ai bien l'impression que les élus ou les personnes du territoire étaient bien conscients qu'il y avait certaines proximités dans ces communes, quoi. Bon, c'était pas pour enfoncer entre guillemets des portes ouvertes, mais c'était pour vraiment confirmer que certaines communes étaient bien plus concernées par ces proximités riverains et viticulture. En parallèle de la production de ces données, les collectivités locales et syndicats viticoles s'organisent pour aider à la résolution des conflits. Moi, que je reçois une plainte de riverains... Raymond Rodriguez, maire de Gorillac. Il y avait eu à une époque, mais on n'en entend plus parler, tiens, de ça. Il y avait eu à une époque un système de signalement préfectoral. Je ne sais même pas s'il existe toujours. Ça fait au moins 2-3 ans que je n'en ai pas entendu parler, mais qui a existé. Donc ça, c'était un système de signalement quand on recevait une plainte pour le faire remonter au niveau préfectoral. Nous, ce qu'on fait, de manière plus opérationnelle, je dirais, c'est d'aller voir le viticulteur, de discuter avec lui et éventuellement le riverain pour arranger les choses. C'est parfois efficace, parfois pas, quand les relations riverains-viticulteurs deviennent compliquées. Et là, on est plus gêné. Mais quand les relations viticulteurs-riverains sont soit absentes, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas, ça peut arriver aussi, soit elles sont normales, si ce n'est cordiales, du moins normales, les choses peuvent évoluer de manière satisfaisante, évidemment. Ce rôle, il se joue de diverses manières. D'abord, il peut y avoir le rôle de conciliateur. C'est la première chose qu'on fait dans ce genre de situation entre les deux, c'est-à-dire
pouvoir essayer de discuter avec le viticulteur pour au moins qu'il informe les personnes qui sont susceptibles d'avoir des nuisances liées à son traitement, mais disons qu'il évite de traiter à tant de distance dans la journée, ou enfin bon bref. Il y a eu la loi NOTRe entre les deux, mais on a 2 communautés de communes maintenant sur notre appellation, Blaye et le Grand Cubzaguais. Didier Gontier, directeur du syndicat viticole des Côtes de Bourg. Mais avant, la communauté de communes de Bourg était la même superficie, on va dire, que l'appellation. Donc les liens étroits, on les a continués. Et donc, pour le coup, avec les élus du territoire, on a régulièrement des réunions. Et avant la campagne phytosanitaire, on réunit l'ensemble des élus pour pouvoir rappeler les grands principes de communication et les actions réalisées par l'appellation, mais aussi les initiatives des différentes exploitations. Donc on a cet historique qui nous permet d'avoir des liens réguliers, même si certains disent que c'est peut-être pas suffisant. En tout cas, on a initié et on a été au départ de cette démarche. Quand on a planté des haies avec les élus sur l'ensemble du territoire, sur les sites sensibles majeurs, ça a été une collaboration avec le service environnemental de la CDC. Donc toutes ces actions-là imposent, entre guillemets, une régularité de communication. Et voilà, donc on est complètement ouvert. Quand il y a une difficulté aujourd'hui de voisinage, le réflexe, c'est quand même d'appeler la Maison du Vin, le syndicat viticole. Le maire est habitué à pouvoir avoir ce genre d'attitude et de dire, ben voilà, il y a une petite difficulté entre un opérateur vigneron et un habitant. Essayons de régler ça, essayons de l'expliquer déjà, dans un sens ou dans l'autre, et essayons de trouver des solutions. Dans le cadre d'une meilleure communication entre les vignerons et les habitants, nous allons mettre en place un document qui permettra à chaque exploitant de pouvoir adresser dans les boîtes postales de leurs voisins leur communication, leurs coordonnées, et leur permettre de pouvoir avertir leurs voisins de leur intervention phytosanitaire. Alors tout ça en expliquant aussi un petit peu d'une manière un peu schématique le métier de vigneron. Parfois, on a de nouveaux arrivants sur l'appellation et qui ne connaissent pas vraiment le métier de vigneron et du pourquoi il est nécessaire de traiter la vigne. Cette situation demande toutefois, en plus de la médiation des élus, la mise en place de mesures de protection. Plusieurs dispositifs se développent dans ce sens, au niveau national, départemental et très local. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du projet Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcast.